vous êtes sur Radio Sud-Est, on vous l'a annoncé depuis quelques jours. Nous allons parler de l'hôpital à la Martinique, de l'hôpital public, de la santé de l'hôpital. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de parler de la santé de l'hôpital, mais c'est vraiment de ce qu'il s'agit. Et nous avons deux invités avec nous pour pouvoir en parler ce matin. Nous avons donc Madame Fortunée Mirette, qui est présidente de l'association des insuffisants rénaux, donc, et aussi des droits des usagers que vous défendez. Madame Fortunée, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Monsieur Michel Toula, qui est cadre de santé au CHU et aussi secrétaire général de la CDMT. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend depuis quelques mois parler de l'hôpital public, de la santé de l'hôpital, et on est arrivé à, on peut dire, Monsieur Toula, à bout de souffle. On peut dire ça. On peut le dire, puisque nous constatons tous les jours des dysfonctionnements que nous estimons qui sont graves et qui ne permettent plus à l'hôpital d'assurer ses missions. Tout à l'heure, vous me demandez les missions importantes de l'hôpital, ce sont les missions d'urgence. Il n'y a que l'hôpital public qui fait ça. Ouais. Donc, on ne sait pas les bagailles lapons. De toute façon, tu n'auras pas le choix. Tu ne pourras pas aller en métropole comme ça. C'est le SAMU t'emmène et il t'emmène au plus proche. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça. Vous savez que nous sommes dans une situation sociale difficile en Martinique. On a le double du chômage de ce qu'il y a en métropole. Qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dessous de ce qu'on peut dire de minimum de pauvreté. Ce qui veut dire que ces personnes-là aussi vont avoir recours à l'hôpital, mais il n'y a pas qu'elle, puisque l'hôpital quand même, et notre hôpital est quand même reconnu, puisque même Johnny, les bagailles la poigne. Ouais, il patine d'autres choix. Il patine d'autre côté pour y venir. Voilà. Il faut qu'il t'ait venu là. Et je peux vous dire que s'il avait eu le choix, il aurait été certainement dans une clinique privée, grande clinique privée, pour riches en France. Mais nous ne disposons pas ça ici. Mais voilà. Et ça prouve aussi que l'hôpital a un rôle dans l'environnement caribéen. Nous avons donc un environnement qui est particulier et nous sommes un centre de recours. Actuellement, c'est le seul CHU qui soit opérationnel H24 sur l'ensemble de la zone, puisque vous savez ce qui s'est passé pour le CHU de Pointe-à-Pitre qui n'est plus opérationnel. Ah ouais. Et après les cyclones qu'on a vus dernièrement, donc la Dominique qui a été très touchée, Saint-Martin qui a été très touché, on a vu pour le tremblement de terre de Haïti, etc. Donc on a un rôle aussi, même dans la Caraïbe, dans la Caraïbe, qui est un rôle dans le bassin, qui est un rôle extrêmement important sur ça. Et puis bon, l'hôpital, bien sûr, toutes les maladies qu'on connaît, qui sont spécifiques, qu'on n'a pas dans les autres CHU en France, c'est-à-dire vous avez le chikungunya, on a pris la dengue, on a pris le Zika. Il ne faut pas oublier que les soignants sont touchés. Et on ne perçoit aucune aide. Il y a pas on nous envoie pas d'équipe supplémentaire lorsque nos soignants sont touchés. Voilà. Donc il y a, en gros, mais certainement j'en oublie, mais les missions de l'hôpital sont extrêmement variées et extrêmement importantes. Effectivement. Et en plus, on rappelle que Madame Fortunée, que les hôpitaux privés ferment leurs portes au bout d'une certaine heure. Donc, mais tout à fait, puisque ce que fait le CHU H24, systématiquement, la clinique ne le fait pas. La clinique travaille de lundi à samedi, le week-end, systématiquement, on dit à vendredi, après le week-end, c'est fermé. Donc, automatiquement, le CHU devient incontournable, quel que soit ce que vous avez. On va vous emmener à la MINA, on ne va pas vous emmener à la clinique. Il n'y a pas de service d'urgence à la clinique. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais même si vous allez, effectivement, il y a un service de médecin d'urgentiste qu'on appelle CAI Docteur qui est installé, mais systématiquement, vous serez renvoyé automatiquement au CHU. Vous n'irez pas vers les cliniques parce qu'elles sont fermées. Il ne faut pas oublier qu'elles sont fermées aussi les jours fériés. Donc, on n'a pas le choix. Le choix,
c'est le CHU, il est incontournable. Et on reçoit les urgences des cliniques. Aussi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. S'il y a un souci à la clinique, lorsque votre état vous êtes transféré au CHU. Lorsque votre état se dégrade et que, eh bien, c'est le CHU, puisque du vendredi soir jusqu'au vendredi après-midi, 17h, jusqu'au lundi matin, la clinique ne peut pas vous recevoir pour les urgences. Alors, c'est vrai qu'on va aussi donner la parole aux auditeurs, s'ils veulent nous appeler, 05 96 51 46 69, si vous avez des questions. Ça fait environ presque un an déjà qu'on parle de cette problématique, peut-être plus, et on arrive maintenant où on n'en peut plus. J'ai eu Dr René Corail au téléphone ce matin qui me disait que il qualifier un petit peu cette attitude de l'État et des décideurs de presque criminelle. Est-ce que c'est ça que vous ressentez tous les jours? Tout à fait. Puisque comment vous faites pour soigner des patients? Vous voulez les soigner. Nous avons des équipements pour ça. Nous avons les médecins qu'il faut. Donc, mais comment vous faites pour les soigner? Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être victime, mais en même temps, vous êtes coupable. Et ça, on ne veut pas de ça parce qu'on veut soigner les usagers comme il se doit dans la prise en charge vraiment qui est tenue et qui doit être de votre hospitalisation, de votre entrée. Vous entrez et vous sortez convenablement avec une prise en charge qui est faite comme il se doit. On est en train de tuer, et nous, on le dit clairement. Oui, sans langue de bois, c'est bien ça. De tuer l'hôpital et donc de tuer les Martiniquais. Pourquoi? Parce que il faut rétablir à l'heure actuelle là, de toute urgence, l'égalité d'accès à des soins de qualité et en toute sécurité, que ce soit pour les patients comme pour les personnels. Les questions qu'on nous met sur la table d'organisation, d'efficience, de problèmes qu'il y a eu, de sur-effectifs, etc., on va pouvoir se mettre devant la table et régler ces problèmes-là. Mais à présent, actuellement, celle bagaille nous pour nous faire, c'est mettez qu'on nous pour nous payer, recevoir ces mounons qui vont venir, soigner correctement. Malheureusement, il y a eu une image du CHU qui a été créée par le gouvernement, par l'État. La responsabilité, c'est l'État, c'est pas nous. De CHU qu'on qualifierait de gâté pourri. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est qu'on nous dit qu'on est gâté pourri et on est le plus aidé, soi-disant, de France. Et donc, on en demande encore plus. Donc, c'est normal. Si tu as ton enfant qui te fait la même chose, tu vas lui dire non, mais pas qu'à boire encore, puisque ça fait 2 fois, 3 fois que je t'ai déjà donné, tu comprends? Mais c'est pas le cas. L'État gère tout. C'est l'État qui décide de tout. C'est l'État qui a décidé, qui fixe l'objectif national, ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national d'assurance maladie, donc qui fixe les objectifs de soins. C'est lui qui fixe le prix des soins. C'est lui qui dit la valeur de chaque acte de soins. Et donc, forcément, si on nous prend comme entreprise, quand tu fais dans n'importe quelle entreprise, quand tu fais un travail, quand tu fournis une prestation, tu peux pas la fournir à perte. Tu ne peux pas, sinon forcément ça va pas. Donc qui est-ce qui choisit? C'est lui qui doit gérer ça. Et même s'il y a eu des vagabondageries, qui c'est qui nomme les directeurs? Là, c'est toujours l'État. Qui est-ce qui nomme les ARS? Qui est-ce qui doit veiller à faire respecter? Donc on est en train de dire que les fonds. L'État est responsable aussi de ce qui se passe. Mais depuis très longtemps, on dénonce ça. Qui est-ce qui a décidé qu'il fallait fusionner les 3 hôpitaux en 2 ans? 3 hôpitaux déficitaires, 3 centres hospitaliers. Il n'y a pas jamais fait ça en France. 3 centres hospitaliers déficitaires, ou quoi, mettez-les ensemble. Comment tu veux que ça finisse? S'il n'y a pas de bouffée d'oxygène, on a 3 cultures différentes, il y a 3 modes qui sont pas compatibles, l'informatique n'est pas machin, obsolète, enfin bref. Et ils savent ça très bien. C'est eux qui décident de tout ça.
Donc, ils ne peuvent pas venir après nous dire vous êtes en déficit. On a entendu beaucoup de choses dans les médias et je crois qu'on n'a peut-être pas prêté tellement attention au point où l'hôpital manquerait de matériel de première nécessité. Mais je trouve ça inquiétant. C'est-à-dire qu'on est à l'hôpital, qu'il puisse manquer des compresses, qu'il puisse manquer des choses basiques. Comme ça. C'est normal. On a 150 millions qu'on doit aux fournisseurs. Les fournisseurs sont payés au bout d'un an. Donc, dernièrement, il y a un fournisseur qui est venu à l'hôpital, il est venu récupérer ses stocks. Puisque tu n'as pas qu'à payer. Il est venu récupérer ses stocks à l'hôpital. Il a fallu négocier. Un fournisseur vous l'a payé à 300 jours, c'est pas possible. Il est revenu à force de négociation. Mais les chirurgiens n'avaient plus de vis pour opérer. Donc vous voyez, et puis ça c'est pour le matériel. C'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Ça c'est pour le matériel. Mais le personnel, puisqu'à chaque fois on dit c'est le personnel, donc il y a qu'à tirer les personnels à chaque fois. Le personnel n'en peut plus. Les gens, les infirmières, moi je fais des gardes de permanence. Vous avez une infirmière qui a fait la nuit. Mais il doit avoir des burn-out chez vous, il doit avoir plein de choses. Vous prenez, elles doivent partir le matin. On lui dit, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Et en plus, pendant la nuit, j'ai déplacé. Il manquait quelqu'un dans un service de soins intensifs. Hein. Il a déplacé là. Le matin, il n'y a personne. Parce qu'il y a eu une erreur, on ne sait pas trop comment ça c'est. Pourquoi la personne qui était prévue là était déjà affectée dans un autre poste. Donc vous comprenez que ça va plus quoi. Alors on a quelqu'un avec nous au téléphone de la radio. On va prendre l'appel tout de suite. Je vais donner un casque à Monsieur Fortuny, comme ça, à Monsieur Toula, autant pour moi. Comme ça on va entendre. Sud-Est, bonjour. Oui, bonjour Monsieur. Quel est votre prénom? Je suis Rose, présidente de l'association SUNCEP, l'association des scléroses en plaques. D'accord, pas de problème. Le mouvement de grève qui est survenu à l'hôpital m'inquiète et m'interpelle, que je soutiens d'ailleurs, que je soutiens fortement, mais je m'inquiète parce que nous, malades de la sclérose en plaques, nous sommes hospitalisés au moins une fois par mois. Je me rends compte, moi, porteur de la maladie, qui doit être hospitalisé le mois prochain pour prendre mon traitement. Tellement je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire? Ce comportement-là que détient le gouvernement, qu'applique le gouvernement, qui oblige au centre hospitalier de prendre une telle mesure, de telle disposition, c'est criminel. C'est criminel dans la mesure où j'ai l'impression que le gouvernement ne tient compte que d'une chose, faire partir tous nos Martiniquais en métropole pour se faire soigner, soi-disant, et se trouvent dans l'incapacité de retourner chez eux et permettre à d'autres, pour ne citer personne, de rentrer dans le pays et de s'installer. Ça commence, c'est flagrant. C'est flagrant aujourd'hui. Nous sommes plus de 1500 porteurs de cette maladie. Quel est notre devenir? Est-ce qu'on est obligé de se faire payer un billet par la sécurité sociale? Ça, je pense que nous n'aurons aucune difficulté à le faire pour aller se faire soigner en métropole avec un billet non-retour. Et ça, je le refuse. Je le refuse fortement. Je me suis battue avec une équipe de l'ARS, avec les médecins de la MENAR, neurologues, pour qu'on ait un centre expert qui a été validé par le gouvernement, sur lequel 20 millions a été voté, qu'on a commencé à envoyer au centre hospitalier. Le centre expert n'a pas été créé. Donc, qui c'est qui se trouve dans difficulté? C'est nous qui sommes pris en otage, nous porteurs de cette maladie de la sclérose en plaques. Rose, merci. Donc, on sent un cri du cœur, on sent vraiment de la douleur et de l'inquiétude. Oui. Merci. Il faut qu'on arrive à trouver, ne serait-ce qu'un accord, et je veux me battre là-dessus, avec une clinique privée, que nous, les malades de la sclérose en plaques, nous puissions, de manière constante et régulière, recevoir notre traitement. Nous sommes obligés d'avoir une IRM tous les 3 mois. Nous sommes obligés d'avoir une perfusion tous les mois qui ne peut pas être fait à domicile, qui ne peut pas être fait par une infirmière à l'extérieur, qu'on est obligé de recevoir dans un environnement hospitalier. On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? On est 1570, on fait quoi? Bonne question, Rose. On va justement en parler donc avec nos invités. Voilà encore un exemple, Madame Mérette.
Oui, tout à fait. Et c'est ce que je disais, c'est toujours l'usager, en fait, qui paye ce genre de choses. Parce que si c'est pour revenir sur la pathologie de cette dame, moi qui suis représentante des insuffisants rénaux, c'est aussi le même cas. En plus, c'est très sensible comme pathologie. Vous avez des insuffisants rénaux qui sont dialysés 3 fois par semaine à raison de 4 heures. Eh bien, quand ils n'ont pas leur dialyse ou qu'ils ont des consultations... Que ça arrive, ça. Ça arrive dans le sens où des fois vous avez des patients qui sont sous-dialysés parce que leur dialyse, on arrête la dialyse parce que voilà, on va pas faire la langue de bois. Il y a des gens qui veulent sortir au plus tôt parce que pourquoi ? Parce que justement le fonctionnement, l'organisation n'est pas comme elle devrait être. Vous avez des burn-out, des gens qui sont en maladie. Vous avez une souffrance humaine, autant pour le soignant que pour l'usager. Donc, en plus, quand vous regardez les consultations, vous avez des patients qui attendent des consultations de 1 an, 6 mois. Quelquefois, ils ont une consultation aujourd'hui. La consultation, on les appelle pour leur dire que leur consultation est envoyée parce que le médecin n'est pas là, parce que le médecin lui-même est en burn-out. Donc, il nous manque des patients, il nous manque des néphrologues. Et ça, des fois, vous avez des couvertures, vous n'avez pas de couverture. Donc, ce n'est pas normal. Il faut que le gouvernement comprenne qu'on a besoin de médecins, on a besoin de gens qui travaillent. On ne refuse pas de travailler, mais il faut soigner les patients parce qu'ils sont au cœur du problème. C'est eux, avant tout. Nous sommes les soignants à côté du patient. Mais comment vous pouvez faire ? Si vous-même vous êtes fatigué, comme le collègue disait, quand vous redoublez votre matinée ou vous avez fait votre journée, vous redoublez parce que votre collègue n'est pas là, parce qu'elle est malade ou quoi. Comment vous faites ? Est-ce que vous êtes fiable aussi vous-même ? Le stress que vous avez, vous le transportez à l'autre aussi. Donc le patient, dans quelles conditions il est soigné ? Donc je comprends la détresse de cette dame. Et en plus, quand on dit on va partir en métropole, mais c'est pas tout le monde qui peut partir en métropole aussi. On ne peut pas mettre tout le monde dans l'avion. On ne peut pas mettre tout le monde dans l'avion. Il est très clair que pour nous, effectivement, il y a un grand manque de moyens. Ce qu'il faut néanmoins se rappeler, c'est comme je disais, c'est que on a l'impression, c'est pas une impression, c'est organisé. Vous savez, il y a une politique de l'État, c'est politique aussi, faut pas se leurrer. Il y a une politique qui va vers plus de marchandisation. On a créé un système où on nous a demandé à nous soignants de devenir des marchands de soins. On n'est pas des marchands de soins. On n'a jamais été ça. Donc, intellectuellement, ça passe pas. Ça veut dire que, quand vous dites marchand de soins, faire des actes. Voilà, rapides, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on va vous dire que vous avez tant d'argent pour faire ça, débrouillez-vous comme vous voulez, quelle que soit la personne qui est en face de vous. C'est peut-être ça qu'on reproche peut-être au CHU, de pas faire ce genre de choses. C'est-à-dire que nous, on essaye mais quel que soit l'acte que vous faites actuellement au CHU, c'est quelque chose qui est déficitaire. Donc, forcément, et l'année d'après, on vous donne encore moins de moyens. Donc, et ainsi de suite. Ce qui fait que ce système de tarification à l'activité qui a été conçu et le gouvernement a décidé de nous mettre, parce que le CHU de Martinique, le CHU de Guadeloupe sont dedans, celui de la Guyane n'y est pas. Ouais. Donc c'est un choix. Ouais. C'est un choix de faire cette pratique de financement. C'est pas nous qui avons décidé ça. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous voyez que les médecins, lorsque le système va vers la privatisation, finalement, lorsque vous dégradez l'hôpital, qu'est-ce qui se passe ? Les médecins ne viennent pas. C'est ça. Ouais, et nous, on a des médecins dans tous les domaines. Alors, il y a une pénurie générale de médecins parce que le gouvernement aussi a décidé de mettre un numerus clausus, enfin bon, sur l'ensemble de la France. Mais en Martinique, les gens sont payés plus cher. Les gens savent que le cadre de vie est supérieur. Beaucoup de médecins, et même nos jeunes médecins martiniquais, nous disent ça. Ils aimeraient bien rester, sous ceux qui sont revenus. Ils aimeraient bien venir.
Mais compte tenu des conditions de travail qui sont rencontrées et de l'image qui est donnée au CHU, bien évidemment, on a moins on n'a pas cette attractivité que normalement on avait. Je signale quand même qu'on avait cette attractivité et que la dégradation venant, plus ça se dégrade, moins bien sûr on aura de médecins qui voudront venir et s'occuper des patients. L'argent dont parlait la personne, c'est pas la première fois. L'hôpital de Trinité est en grève là. Oui, en ce moment, ouais. Il y a depuis 2002, on a signé la première fois pour reconstruction de cet hôpital-là. Depuis 2002, il y a eu la première décision du conseil municipal. Il y avait, à l'époque, c'était pas les ARS, c'était les ARH. Et ça a été décidé, voté. Il y a eu des fonds qui ont été dépensés. On a on a promis un tas d'argent pour remettre la maternité en route, pour récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous passons à côté de l'argent à passer. Finalement, on a traîné. Eh bien, on se retrouve, comme la dame dit, même avec des promesses. Encore là, il y a eu 6,5 millions signés par l'ARS. On n'a pas vu vraiment un l'impression d'être centime. Abandonné. Exactement. C'est de l'abandon finalement. C'est-à-dire qu'on peut dire que ça n'intéresse pas de soigner les Martiniquais. Mais qui a parlé du génocide. Nous pas qu'à parler de ça encore parce que nous on veut pas mettre ça. On veut laisser les termes à leur hauteur. Mais franchement, lorsqu'on s'aperçoit que c'est fait pour nous, et puis bon, on a des choses quand même. On nous envoie des IGAS, inspecteurs généraux de l'État. On leur donne comme mission, première mission, la mise en œuvre des conditions propices à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dispensés aux patients. Sachant la situation dans laquelle on est. Donc, ça fait 6 mois maintenant, là, ils font le dernier mois. C'est très bien que les moyens ne sont pas là pour... Mais en même temps, on lui dit, vous n'avez pas le droit d'embaucher. Et on lui dit, le moindre investissement, et c'est marqué dans le document, le moindre investissement n'est pas négociable et uniquement c'est sous condition que vous fassiez des économies. Alors nous qu'a dit non, il n'y a pas de préalable aux soins des patients, il n'y a pas de préalable à la santé immédiate des gens. Donc forcément ces messieurs ils nous disent on est impuissants, eux-mêmes ils n'arrivent pas à trouver de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Je vous le donne en 1000 parce que là, ça devient vraiment comique. Les inspecteurs de l'État disent que pour avoir de la trésorerie au CHIM, on va arrêter de payer les charges patronales. Ah bon? Pendant 5 mois. Inspecteur de l'État, hein? Yoka mette Chimlan dans l'illégalité. Alors si c'est vous qui faites ça, ou pas payer l'impôt, tu payes pas tes charges. Comment y est? L'État ne va pas te louper. Et là, c'est ces messieurs eux-mêmes. Donc, non, il faut qu'on arrête d'abuser. Mais je sais que vous avez beaucoup travaillé, justement, puisque vous êtes réunis, vous avez fait des propositions, vous avez fait des dossiers. Ça en est où, justement? On a travaillé, mais pour l'instant... on a travaillé avec eux. Mais on a travaillé sur, effectivement, eux, ils disent il faut redresser, il faut réorganiser, nanana. Bon, nous qu'a dit oui. Ouais, mais entre-temps... mais entre-temps, c'est mon encamor. Puisqu'il y a pas de, il y a des endroits où on peut difficilement opérer. Vous perdez des chances. Ce qu'on veut, c'est qu'on récupère l'égalité des chances, que tu sois en Martinique ou en France. Il faut que tu aies l'égalité des chances. Le cyclotron, on en a besoin en Martinique parce que il faut guérir les gens du cancer. Il faut les diagnostiquer le plus tôt possible. Donc, on a besoin de ça. On ne va pas aller faire à chaque fois 7000 km pour ça. Oui, mais ça a été voté, ça a été promis. Ça a été voté, promis. Finalement, monsieur Hollande viré, là, il prend avion. Et puis, monsieur Lurel, il ferait bas dessus, bras dessous. Finalement, il a donné les deux. Si on t'a demandé ici, il y a un monde qui t'a demandé en 3e, alors que notre dossier avait été préparé, ficelé. Depuis des années, il a répondu à toutes les normes de ce que l'État demandait. Donc, on voit bien que c'est bien aussi vers la Martinique qu'on a décidé que ce CHU-là va terminer comme un hôpital général. On est en train de nous dire ça.
Alors, on va pas même parler des vagabondageries parce que là, mais on va dénoncer. Moi, je vais dénoncer aussi parce que on nous a envoyé ces bonhommes-là. Faut pas oublier quand même que nous avons eu ce sont des gens qui sont avec une telle arrogance. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ils sont là depuis le 3 janvier. D'accord. Donc ça fait un petit avec une telle arrogance que on est. Mais une telle arrogance, mais est-ce qu'il y a du résultat? Non, mais parce que nous parlez pas de ça, mais on a des honteux, on a quelqu'un qui se permet d'avoir des railleries par rapport aux syndicats, odieuses sur l'esclavage. Monsieur, c'est un désigas qu'on nous envoie. C'est le même qui se dit que les syndicats, ils vont encore me parler d'esclavage. Il se présente lui comme petit-fils d'esclavagiste, et puis monsieur a dit que pas oublier que c'est nègres qui vendent nègres, qui chef africain donc le mec remet, c'est un revis. Enfin, c'est condamnable par la loi. Je veux dire, c'est mon talent qu'avait monsieur pas qu'a fini parler, il a dit nous aussi que s'il y a des problèmes il y avait un toit, il y avait eu des fuites, c'est parce que vous, les Martiniquais, et vous voulez prendre les marchés aux Martiniquais, vous voulez donner les marchés aux Martiniquais ou aux Guadeloupéens, alors que ce serait une entreprise européenne. Donc ça veut dire non pas dans l'Europe. Et là, il ne peut pas parler de l'Europe. C'est l'Europe des Blancs, il ne peut pas parler de l'Europe des Balkans. Oui, bien sûr. Il ne peut pas parler de l'Europe machin. Ça veut dire que donc il faut qu'on dise quand même qu'on ne nous respecte pas et que ça va trop loin. Et puis là, à présent, le sentiment. Non, il faut lâcher tout ça. Nous, on va dénoncer ces incohérences et puis ces vacheries, ces saloperies. Nous pas aller accepter ça encore. C'est fini. Donc, si en vous écoutant, on n'a vraiment pas d'autre choix que de descendre dans la rue. Absolument. Ouais. Absolument. Je crois que si les Martiniquais, parce que nous sommes nous sommes des organisations syndicales. Nous défendons les employés. Vous êtes en contact avec les employés, leurs souffrances de tous les jours. Si nous, soignants, ne vous donnons pas l'évaluation, parce qu'on tire sur la corde pour vous soigner tous les jours, mais comment vous pouvez évaluer la qualité des soins qu'on vous donne? Voilà. C'est ça. Donc, il y a que vraiment les soignants qui savent vraiment... Voilà. Alors, c'est pas parce que vous êtes ressorti du bloc avec une belle broche machin que vous êtes content, que tout s'est bien passé. Vous n'êtes pas conscient des risques que vous avez pris, finalement. Exactement. Parce que nous, pendant un temps, pour nous t'ai fait ça, faut que nous t'ai allé ouvrir notre boîte, nous cassiller des vis. Au bloc. L'essentiel, c'est que ça parfois des pièces qu'ils ont utilisées. Non, mais on ouvre 2-3 boîtes. Oui, ça veut dire qu'après, il faut restériliser les 3 boîtes. Ça veut dire que ça coûte plus cher. Ça perd du temps. Pendant ce temps-là, vous êtes opéré, mais vous restez une demi-heure, 1 heure de plus sous anesthésie générale. Vous prenez des risques. Mais quand vous êtes sorti, comment vous pouvez vous regardez, vous avez une belle broche. Oui, c'est messieurs. Et puis j'ai pas mal. Et puis je suis bien content. Ouais, tout va bien. Mais il peut avoir des c'est normal. Mais il faut que nous, on derrière la galère qu'on a eue, parce qu'on n'a pas de médecin, on n'a pas de personnel, on n'a pas d'outillage, pas de matériel. La galère qu'on fait pour soigner quelque chose que vous aurez pu soigner en très peu de temps. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que nous sommes des professionnels. On a appris notre métier. On a appris à le faire avec beaucoup de rigueur. Comment voulez-vous? On pleure parce que quand on se rend compte que une infirmière qui est toute seule, au lieu d'être 2, elle a un patient qui va lui prendre 1 heure pour faire un examen. Elle est inquiète. Les 14 autres patients qu'on lui laisse. Pas ni personne pour veiller. Et s'il y a 2 urgences, il faut qu'elle choisisse. C'est ça. Donc on comprend pourquoi les files d'attente s'allongent autant. On a eu des cas, des gens qui nous disent je suis entré à 10h, sorti à 4h du matin. On ferme des lits. Ouais. On supprime du personnel, on ferme des lits. Donc il y a de la place. Bien sûr. Mais il y a des pans entiers du nouveau plateau technique qui sont fermés, des ailes entières qui sont fermées parce qu'il n'y a pas de personnel. Top du top. Le top du top du top. Il y a beaucoup d'hôpitaux de France qui nous envient un tel plateau technique. Mais les salles sont fermées, des ailes entières sont fermées parce qu'il n'y a pas de personnel pour mettre dedans.
C'est très grave. Hein. C'est très grave. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler 05 96 51 46 69. Donc, vous avez mis en place toute une organisation pour pouvoir qui commence dès lundi, me semble-t-il. Hein. Donc, pouvoir déjà, dans un premier temps, on alerte la population. On est en train de dresser un petit peu l'état des lieux. Voilà. Alors, ce qu'on demande. Ouais. Oui. Allez-y, oui. Le lundi, on va demander. Les maires se sont associés, tous les maires de la Martinique se sont associés au mouvement, et donc vous allez entendre les sirènes lundi. Alors pas fait l'étape en autres, hein, pas pour personne pas tomber l'étape tsunami. Vous allez, c'est presque ça. Mais quand même, c'est une alerte maximale. Ouais. C'est vraiment c'est ce qu'on veut faire. Hein. C'est une alerte. On alerte toute la population parce qu'il y a un grave danger. D'accord. Donc vous allez entendre les sirènes. Nous demandons à tout un chacun, à ce moment-là, même en France, hein, puisque nous n'y tout comme à nous en France, Dio aussi, même à 14h, faut que sirène en son ici, mais il faut qu'il retentisse Gic bon monsieur Macron, pour que ils mettent un ruban pour soutenir notre cause depuis le dimanche, hein, sur leur voiture, et tout le monde se klaxonne à 8h du matin, au moment où il y aura les sirènes. Nous demandons aussi à tous les travailleurs, parce que lorsqu'il y a une alerte, vous mettez en sécurité votre travail, bien évidemment, vous mettez en sécurité le personnel pour les soignants, vous mettez en sécurité les patients pour les soignants, mais tout le monde sort dans la rue, que ce soit du privé, que ce soit du public, parce que les autres, toute la concernée. C'est pas nous seulement, et puis nous, moi, ça c'est travailler dans le privé, il peut arriver aux urgences. Il peut arriver demain matin, il arrive aux urgences, il passe à qu'il est arrivé. Donc, tout le monde est concerné. Que vous soyez à la banque, que vous soyez au niveau de n'importe quelle administration, vous entendez la sirène, vous devez sortir. Et on vous demande de le faire pour que la population se rende compte, et puis pour que M. Macron sente bien qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire et que ça ne va pas se passer comme ça. Ça, c'est pour le lundi. Il paraît qu'il y a aussi des 2 ministres qui viennent nous voir à la fin de cette semaine. Nous pensons aussi qu'on va leur demander de nous rencontrer. D'accord ? Donc, on va certainement vous demander aussi de venir nous voir comment on va faire avec pour les rencontrer. Et le mardi, c'est le jour où il y a le grand rassemblement. C'est pas des mouns mamaï. C'est pas des mouns qu'il faut. Vous savez que M. Macron ne bougera pas. Oui. C'est pas le genre à se laisser impressionner par des toitines qui a fait titac bruit. Vous avez vu les mobilisations qu'il y a eu pour les cheminots en France. Ouais. Ça pas qu'à faire rien. Donc il faut bien lui faire comprendre que en fait c'est lui qui est responsable de cette situation-là. Et que c'est à lui de remettre l'établissement, le CHUM, dans des bonnes conditions. Donc, il faut venir mardi matin, il faut venir avec nous. On a les infirmiers, on a les personnels médicaux, on a les organisations syndicales, on a les organisations d'infirmières, on a les ambulanciers, on a les camionneurs, on a tout ce qu'il faut pour qu'ils sentent bien que ça ne va pas s'arrêter là et que c'est pas une blague qu'on est en train de faire. Nous sommes et là, quand tu es coincé et que il faut que tu te sortes de là. Donc on a intérêt à se venir. Donc on demande à tout le monde de faire passer le message. Qui grand, qui petit, qui jeune, qui machin, faut que nous fait message là passer parce que tout le monde, si ils sont pas venus dans la RIA, pas venir pleurer après. Nous avons des autres ça. Les mamans parce que nous a fait grève, nous les syndicats, c'est pas aujourd'hui nous qu'a fait, nous qu'a rouspété. On a été jusqu'à déposer un recours contre la fusion auprès du Conseil d'État. C'est pas aujourd'hui que vous entendez ça. Quand tous les syndicats étaient ensemble et qui demandaient à la population de venir à l'ARS, personne n'a qu'à venir. Ouais, peut-être que là, c'est qu'ils apprennent un petit peu. Et bien sûr. Donc là maintenant, nous qu'a quitté la base autres. Hein. Ça c'est problème autres. Tu comprends? Donc, à présent, pas venir pleurer pour dire nous que oui, vrai coup de gueule. Ah, ça, c'est facile, ça. Vrai coup de gueule, machin, que oui, j'ai été... Non! C'est pas les responsables, c'est pas en Martinique qui sont. Et les responsables ont dit
qu'ils ne donneraient pas un sou. Alors que la renta yodouenoui, c'est une injustice. Donc, on vous répète, on veut que tout le monde soit là mardi matin, vini, Timon Maïkon Grand Monde, tout ça qui peut vini, Fort France, vini pour nous assises devant préfecture, pour nous dire, monsieur, nous pas qu'à brûler là, tout le temps, vous pas bas nous en solution et vous pas trouver l'argent qu'il faut pour virer mettre l'hôpital là quand il pourrait. Donc, on d'Ivoire, c'est à 8h, qu'est-ce que On d'Ivoire à 9h. 9h. Nous pas faire ça. 9h, on va dire 9h. 9h, on se réunit à la maison des syndicats. Et puis, on va marcher tout doucement, on va aller vers la préfecture et on va attendre. Parce que les maires ont dit qu'ils vont rencontrer les préfets. Mais nous, pas besoin de encore. On a trop fait. De toute façon, ils sont au courant, ils les dossiers. On a trop fait. On a eu des délégations qui sont allées 2 fois. Le ministre de la Santé les a pas reçus. Et je crois pas qu'ils soient venus déjà à Martinique. Non. Ouais. Enfin, c'est toujours... et les secrétaires. Voilà. Et donc, mais on a tout fait. On a travaillé avec les IGAS, hein, malgré que nous n'avons problème épillot, parce que nous savons que ces messieurs, il y a une certaine arrogance. Mais nous travaillons épillot. On a démarré, on leur a dit tout ça. On leur a dit, oui, d'accord, on va faire ça. OK, on est d'accord pour pouvoir gérer. Mais attention, il faut d'abord mettre les besoins de la population. Et en face, il faut mettre les moyens qu'il faut. Évaluer les besoins. Et ne pas commencer comme ils font là à dire on supprime des emplois et on supprime des lits. Ça n'a aucun sens. On nous a proposé 14 lits. 14 lits pour la diabétologie. Pour l'ensemble de la Martinique. Mais en Martinique, c'est moins que c'est un des départements. Mais on est champion du monde en diabéto. Ils pensent qu'on va tout régler en faisant de ce qu'on appelle l'ambulatoire. Et on nous laisse 14 lits pour l'ensemble de la population parce qu'il faut supprimer des lits. Ça veut dire quoi, ça? Non, c'est messieurs qui foutaient pas mal des têtes nous et l'État complètement qui a considéré que le CHU de Martinique, ça n'a pas pour exister. Et puis donc, il y a coulé. Il y a quitté coulé, et puis tant pis, vous avez une aile qui prend plomb. mais c'est ça, faut nous dire bagaille là, parce que en plus, il y a venir pour Sargas. Donc Sargas encore nous. C'est un problème de santé aussi. Hein? Là, ni sab, actuellement. Chlordécone. Oui, qui autorisé chlordécone, c'est pas nous. Chlordécone encore nous. Et je reste poli. Tu as vu que je reste poli. Effectivement, il faut que soigner aussi population finalement. Aussi. Alors non seulement il y a mettre tout ça encore nous. Mais il y a tiré l'hôpital là pour soin nous. Côté nous là. Il dit que c'est un concours de circonstances. Un concours de circonstances. C'est facile. Enfin. Donc, forte mobilisation. Le mardi. Avec l'ensemble de la population, on veut vous voir tous avec nous. Et le mercredi, il y aura des opérations villes mortes organisées dans les municipalités. Et bien évidemment, si nous n'avons pas satisfaction, forcément, on a déposé un préavis de grève reconductible. Donc, on va remobiliser la population et on va leur demander de faire, parce que on sait qu'on n'est pas bien, mais tant pis. La Coupe du Monde qui est arrivée, les examens des enfants arrivent. On ne veut pas perturber, mais on est en situation de moron. Ouais. Donc, vous comprenez bien que... Donc, on y a un examen, et puis si on est malade, et puis on mort, finalement. Ou sortir l'examen, ou prendre l'examen, ou prendre l'examen, ou aller faire un petit la fête, boudoum, ou l'hôpital là, ou content, et puis, ou bien content de l'examen. Hein. D'accord? Mais l'examen à l'hôpital là, comment on aura fait pour nous? Donc, forte mobilisation, si toute la population est invitée, si tout le monde vient, si tout le monde est là, est-ce qu'on a de quoi faire Nous pensons que de toute façon, ça ne bougera pas autrement. C'est pas. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas le choix. Vous avez vu les mobilisations et les mobilisations qui se font au niveau des Antilles. Forcément, pour que la France daigne jeter un petit regard sur la Guyane, sur la Guadeloupe. Ça a été difficile, c'est vrai. Et puis ensuite... Donc ne perdons pas de temps, si je comprends bien. Et ensuite,
il faut suivre Mamaï. Si on a fait ça, pas dit que ça a servi à rien, c'est pas vrai. Ça a servi. Malheureusement, il faudrait qu'on refasse des grèves à chaque fois. S'il fallait qu'à chaque fois qu'on dise, vous avez signé ça, mais vous n'avez pas respecté. À un moment donné, à chaque fois, on dit, mais c'est mon tas, c'est rien qui grève de ça fait. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé en 2009. Ouais. Hein. Le suivi, on n'a pas arrêté de leur dire, mais vous avez signé ça, il faut le respecter. Mais ils s'en foutaient, puisqu'ils savent bien qu'il faut que nous c'est virer, faire un gros manifestation pour virer, impressionner. Donc même quand ils ont signé, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, maintenant, la parole de l'État ne vaut rien. Même quand l'État a signé et a donné sa parole, l'État ne respecte pas sa parole. Et ça, c'est la population qui met en place les responsables de l'État. Donc c'est nous qui sommes responsables de ça. Bon, je crois que le rendez-vous est donné. Je vous laisse rappeler donc le différents rendez-vous. Je sais que demain, il y a une visite, je crois que j'ai reçu le communiqué au niveau de l'hôpital de Trinité qui est en grève en ce moment. Donc il y a une journée porte ouverte. Voilà, exactement. Il y a une journée porte ouverte à l'hôpital de Trinité. Là aussi, on vous invite à venir rencontrer les collègues, les camarades, pour qu'ils puissent vous expliquer ce qui se passe et pour que vous puissiez voir de vos yeux. Donc c'est ça. Parce que c'est ça aussi. Nous casser les bagailles là. Nous parler des autres ça, les autres couchés dans l'hôpital là. Nous pas qu'à y mettre. Nous pas qu'à déballer. Oui. Vous le voyez c'est quand vrai, même. Parce que vous voyez les problèmes. Vous êtes déjà malade. Vous comprenez bien que nous sommes soignants. On est là pour vous rassurer, pour vous réconforter. Sinon, mon note est pour un zombie à couille, non, parce qu'ils savent que les professionnels sont là. Ils savent que les professionnels sont là pour les soigner. Ouais. Ils savent qu'on est là et qu'on prend soin d'eux. Ils savent ça. D'accord. Mais les conditions dans lesquelles on le fait, c'est pas toujours visible et on n'est pas là pour vous montrer ça. Donc, nous cachébé bagaille là, nous cachébé, mais nous ne pouvons pas encore. Ça finit. Les conditions ne sont plus tenables. Voilà. Donc, demain, n'oubliez pas de passer voir à l'hôpital de Trinité, un hôpital qui a sa place dans le Nord Atlantique. Je suis manipulateur radio, donc je fais des radios. Quand je suis revenu en Martinique, c'était à l'hôpital de Trinité. On avait 7 lits de néonatologie qui tournaient. Je crois qu'il y avait 24 lits de pédiatrie. On avait la maternité qui était à côté. Les bâtiments sont vétustes, tout ça, mais on faisait le maximum. On était désolé pour les gens parce que il y avait des fois une salle de bain au bout du couloir pour combien de mères. C'était pas l'hôtel, donc effectivement, on devait restaurer ça avant même la construction de la maternité de la clinique privée, puisque on savait que yo pas banouille. Ils ont laissé après. Tu comprends bien que la clinique privée, les bâtiments sont tout neufs. Quand tu as ton enfant, que tu vas mettre au jour ton enfant, tu as besoin d'un environnement, tu vois, c'est pas que tu te tiens tes couches machin, puis que tu traverses tout le couloir pour aller. Bien sûr, il y a effectivement une préférence. Donc voilà, l'hôpital a été abandonné et l'hôpital de Trinité en particulier, et maintenant qu'il est dans le CHUM, il est encore plus abandonné parce qu'il est trop loin du CHUM. Et bon, finalement, c'est pareil. On nous donne des engagements, mais parole en bouche pachage. Donc, il y a pas nos engagement, mais on ne voit rien venir. Et l'hôpital de Trinité est dans un état particulièrement délabré. Donc mardi, on va rappeler quand même avant de terminer donc les différentes actions. Il faut vraiment, on le rappelle encore, que toute la population se mobilise. Donc si tout le monde mobilise Koyo, si tout le monde vient en masse, c'est un bail qui peut plier assez vite. Et nous qui peut-être moins temps, on peut dire ça comme ça. Exactement. Et songez, maman, ça, voyez message là-bas, c'est mon enfance là. Dis yo cherchant manière, mais faut que yo aussi, yo ni pour yo matcher, pour yo faire nous ça. Envoyez sur les radios libres, envoyez message là-bas yo parce que il faut quand même que le message passe et que ce qu'on fait en Martinique là soit relayé d'une manière ou une autre. Hein. Vendredi, mardi matin, moi pas savent qui m'a plus fait ça, mais allez devant Bercy. Mettez cause devant Bercy, moi pas savent trouver en manière. Mais il faut que ça passe que c'est pas seulement en Martinique.
que ça ait un retentissement, même au niveau national. Ouais. Oui, parce qu'on est tous concernés. Hein. Tous concernés, sans exception. Mais si, parce qu'on peut venir en vacances ici. Hein. Absolument. Oui, et qui côté mais non, c'est au CHU. Voilà, donc rendez-vous mardi pour le rassemblement général. Et n'oubliez pas que dès lundi, à 8h, mobilisation aussi. Votre soutien est attendu. Et ce débrayage de un petit quart d'heure pour marquer que toute la Martinique est solidaire. Toute la Martinique a besoin d'un hôpital, a besoin d'un CHU qui soit en ordre de marche, qui puisse soigner sans qu'on arrive à ces extrêmes. Ça, c'est déjà ça marqué le lundi. Et le mardi, bien évidemment, le rassemblement général. Si ce rassemblement n'est pas à la hauteur, vous pensez bien, comme je vous dis, ça n'a pas qu'à y faire M. Macron à épiller. Bon, normalement, il pourrait à la hauteur, parce que tout le monde concerné. Hein, donc, là, la santé, ça va intéresser tout le monde. Il est temps que la population, parce que nous agoumen pour ça, nous pas qu'à goumen que pour nous qu'à goumen pour toute population, nous agoumen pour ça. Il est temps que la population vienne massivement pour nous aider, parce que sans ça, nous toute la pris. Voilà, donc on va se laisser sur ces quelques mots. Merci d'être venu nous parler donc de la situation et aussi des mouvements à venir. Donc je rappelle aux auditeurs que nous étions en compagnie donc de Madame Fortunée Mérette, qui est présidente de l'association des insuffisants rénaux et aussi des droits des usagers, et Monsieur Michel Toula, qui est cadre de santé au CHU et aussi secrétaire général de la CDMT. C'est bien ça. Okay. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Nous serons aussi mardi avec vous donc à la maison des syndicats et aussi dans les rues. Donc nous allons relayer bien sûr la manifestation à la radio. Encore merci à Radio Sud-Est. Merci. Radio Sud.